va se centrer autour de ce qu'on a appelé l'excellence scolaire, autrement dit, l'excellence académique. Donc, dans un deuxième temps, mon co-panéliste viendra parler de la santé mentale en lien avec les réussites scolaires. D'entrée de jeu, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup d'étudiants, n'est-ce pas, et surtout les chrétiens en particulier, hein, qui consacrent beaucoup de temps à la prière, hein, dans l'optique de réussir, ce qui n'est pas mauvais. D'accord? Mais en même temps, ils gênent également de façon, on va dire, extraordinaire pour préparer un examen. OK? Mais qui associe à tout cela autant de demandes, d'intentions de prière, dans l'optique justement qu'un examen se passe bien, que l'année scolaire voilà, se solde avec un succès. D'accord? Mais à côté de tous ces efforts qui sont consacrés à la prière, on note également une certaine négligence, n'est-ce pas, de ces mêmes étudiants par rapport à l'organisation personnelle. D'accord? On peut bien prier, mais si on n'est pas organisé, il y a un problème. Une certaine négligence également par rapport à la discipline personnelle. Sans oublier l'absence de méthode de travail. D'accord? Je suis en train ici de poser les fondements, de partir d'un constat pour que nous comprenions essentiellement qu'il est important pour nous, d'accord, de prendre conscience de ce qui peut faire notre réussite en matière scolaire et surtout, à partir de cette prise de conscience-là, adopter les meilleures pratiques, d'accord, pour justement réussir. Ceci étant, je voudrais aborder 3 points essentiellement. On pourrait en dire autant, mais le temps ne le permet pas. Produire le meilleur de nous-mêmes. Donc finalement, nous devenons nous-mêmes l'indicateur de mesure et non pas à quelqu'un d'autre. Donc si nous avons une capacité de 10, l'excellence n'est pas de produire une capacité de 20, mais c'est de faire l'effort d'atteindre le niveau de 10 dont nous avons la capacité. C'est ça, être excellent. Alors, l'excellence, c'est également, surtout dans les études, c'est également le fait d'être assidu au cours. C'est le fait d'assister au cours, j'allais dire, avec beaucoup de sérieux. Un étudiant excellent, c'est celui qui est assidu ou qui assiste au cours avec beaucoup de sérieux. Un étudiant excellent, c'est également celui qui a une discipline personnelle. Ce qui suppose que non seulement il est assidu avec sérieux au cours, mais en même temps, il révise de façon constante. C'est-à-dire quoi? Quand il en a la capacité, ou même quand il est fatigué, il a une constance de révision qu'il s'impose. C'est aussi celui-là qui rend fidèlement ses devoirs à temps. Un étudiant excellent. C'est aussi un étudiant qui peut être caractérisé par l'intégrité. Un étudiant excellent ne fonctionne pas comme tout le monde. L'intégrité renvoie à la transparence, à la justice. D'accord? C'est pas parce que tout le monde triche que nous aussi,
nous devons faire comme les autres et tricher. L'intégrité est un critère ou une caractéristique d'un étudiant excellent qui sait faire valoir ses capacités intellectuelles et surtout physiques. Donc l'excellence commence là où on refuse la médiocrité. Je souhaite vraiment que ce message central-là par rapport à l'excellence reste gravé dans nos esprits. C'est lorsque nous refusons la médiocrité, à partir de cet instant, nous commençons à donner de la place à une dynamique d'excellence dans notre parcours scolaire. Alors, nous sommes dans le cadre d'une semaine du buisson ardent, donc bien sûr, un cadre religieux qui sous-tend cette conférence. Alors, je voudrais aborder un aspect pour que nous nous rappelions aussi qu'au-delà de la notion de l'excellence, l'excellence est également une exigence qui est biblique, avec 3 éléments essentiels que je voudrais partager. Dieu en qui nous croyons, ce n'est rien d'autre qu'un Dieu excellent. À la lumière de Genèse 1, verset 31, il est dit que Dieu regarda tout ce qu'il avait créé et il déclare ensuite que cela était très bon. C'est une question ici d'excellence et sa nature, c'est également l'excellence. Ce n'est pas un Dieu qui se limite au minimum. D'accord? Deuxièmement, celui qui aspire ou qui manifeste l'excellence, c'est un étudiant qui glorifie Dieu. Pourquoi? En Colossiens 3, verset 23, il est dit que ce que vous faites, faites-le avec votre cœur. C'est une question d'excellence. Comme si c'était pour Dieu que vous le faites et non pour les hommes. Donc, en cherchant à être excellent dans les études, derrière, qu'est-ce que nous recherchons? Nous cherchons à glorifier celui qui nous a créés. Et bien, troisièmement, pour finir avec les fondements bibliques de l'excellence, c'est que, étudiants chrétiens que nous sommes des ambassadeurs. Donc, imaginez un étudiant qui est toujours en retard. Dans les diapositives précédentes, je disais quoi? C'est un étudiant, celui qui est excellent, qui est assidu au cours. Imaginons qu'un étudiant chrétien, il n'est jamais en classe. Qu'est-ce qu'il reflète comme image ou comme témoignage? Ce qu'il reflète en tant que porteur d'une foi, c'est une image négative aux yeux des autres. Alors, je voudrais nous rappeler ici que le sérieux que nous allons donner aux études va certainement ouvrir des portes que même les paroles, quelque part, ne peuvent pas ouvrir. Les gens regardent beaucoup, pas seulement ce que nous disons, mais ce que nous faisons également. Alors, abordons du moins rapidement ce que j'ai appelé ici les facteurs qui impactent la réussite scolaire. Un facteur, c'est un élément déterminant. C'est-à-dire qu'il peut être positif comme il peut être négatif. Un facteur a une influence sur quelque chose. Quels sont les éléments qui ont une influence dans nos études et qui font que nous avons du mal à être excellents? Autrement dit, à manifester le potentiel d'intelligence physique que nous avons pour aborder nos études. Quels sont ces éléments?
Je les ai catégorisés en deux éléments essentiels, sinon même on pouvait parler de trois. Mais je pense que j'ai retenu deux, notamment les facteurs personnels, pour dire que il y a des facteurs qui sont propres à nous-mêmes, qui font que malgré notre volonté, nous n'arrivons pas à atteindre les objectifs, malgré notre volonté. Donc, il y a des facteurs, des éléments déterminants qui sont propres à nous. Mais il y a aussi d'autres facteurs que j'ai appelés les facteurs contextuels que nous allons voir juste après cette diapositive. Donc, beaucoup d'étudiants ne manquent pas d'intelligence. Je ne doute pas que tous, autant que nous sommes dans la salle ici, nous manquons d'intelligence. Mais malgré notre intelligence, notre motivation, notre engagement, notre dévouement, ce qui pose problème, c'est l'absence de structure, c'est l'absence d'organisation. Donc, pour parler des facteurs personnels. Un premier élément, c'est quoi? C'est le manque de discipline et de méthode. On l'a vu. Si je fais passer le micro ici et demandant à tout un chacun quelle est ta méthode que tu as définie quand l'année a commencé, je crois que beaucoup auront de la peine à nous dire quelle est la stratégie qu'ils utilisent. Tantôt, ils utilisent une stratégie, tantôt une autre. Finalement, eux-mêmes, ils fonctionnent en fonction de l'urgence qui est en face. Ça ne peut pas marcher. Voilà. Donc, il y a une absence de discipline et de méthode. En fait, c'est beaucoup plus l'incapacité à faire ce qu'il faut quand nous en avons la capacité et même quand nous n'en avons pas la capacité. C'est-à-dire que quand nous avons la capacité, ou du moins nous avons le désir, nous n'avons pas la capacité de le faire malgré ce désir-là. Mais il y a aussi que souvent, même quand nous sommes démotivés, la capacité est absente. D'accord? Beaucoup d'étudiants travaillent seulement quand ils sont motivés. Alors que la motivation est très instable. Aujourd'hui, je suis motivé, demain, je ne le suis pas. Donc, il faut que nous comprenions que nous devons avoir une posture d'étude qui est constante et qui ne dépend pas de nos motivations ou de nos engagements quelconques. Donc, sans discipline ou sans méthode, même un étudiant motivé, intelligent, engagé, finit toujours par échouer s'il n'y a pas de discipline. Alors, ça, c'est un des premiers facteurs personnels qui est l'absence de discipline et de méthode. Le deuxième, c'est la mauvaise gestion de notre temps. Voilà. Nous pouvons avoir toute une journée sans études, sans cours, j'allais dire. Voilà, parce que dans l'emploi du temps, il n'y a pas un cours programmé. Donc, de 7h à 24h, nous n'avons pas eu cours. Mais vous allez voir que si ça dure une semaine, peut-être que nous avons consacré 1 heure ou 2 heures sur les une semaine là pour ouvrir un cours. Ce qui veut dire que généralement, nous sommes poussés par les études que lorsque il y a un devoir ou quelque chose comme ça. Non. Nous devons pouvoir gérer notre temps de sorte à ce que nos révisions, nos pratiques en matière d'études deviennent constantes et non dépendantes d'une programmation quelconque. Voilà. Donc, il faut s'organiser de sorte à ce que le temps ne nous surprenne pas
Et c'est la nature même, l'organisation, c'est la nature d'un étudiant excellent. L'organisation. Un troisième point qui est un facteur personnel, c'est la peur de l'échec. Vous savez que l'échec, la hantise, je ne sais pas si j'exprime bien le terme, de l'échec tétanise les étudiants que nous sommes. De sorte à ce que la peur de l'échec nous pousse à ne pas étudier constamment ou sérieusement, de peur de décevoir. Ok? Ça peut nous pousser également, cette peur de l'échec-là peut nous pousser à abandonner. Avant même d'avoir essayé. Ce que vous devez savoir, dans notre parcours, un échec n'est pas une fatalité en soi. Ce n'est pas aussi l'identité de quelqu'un. Mais l'échec est une expérience, c'est un enseignement. Et doit nous donner de pouvoir aborder les choses autrement plutôt que de nous morfondre et estimer que notre identité est devenue l'échec. Parce que la récurrence de l'échec, justement, donne à certains esprits de penser qu'ils sont nés pour échouer. L'autre chose, au-delà de la peur, c'est le découragement. Donc, un découragement après des échecs répétés. Après plusieurs échecs, certains étudiants finissent par croire que ils ne sont pas faits pour les études. Voilà. J'ai déjà échangé avec une jeune sœur qui, après sa énième fois d'échec au BPC, avait pris la résolution de passer à autre chose parce que pour elle, c'était pas pour elle les études. Voilà. Et c'est ce à quoi nous parvenons en termes de conclusion lorsque des échecs se répètent. Dans une matière, on a de la peine à avoir, ne serait-ce que la moyenne, malgré tous les efforts que nous faisons. Après, on dira, bon, cette matière-là, ce n'est pas fait pour nous autres. Donc, lorsqu'on a cette conception, ça veut dire que clairement, nous avons perdu la confiance en nous-mêmes. Le découragement peut également nous pousser à nous dire que nous n'allons jamais parvenir à quelque chose. Au-delà de dire que ce n'est pas fait pour nous, nous avons aussi la conception que même si nous essayons là, nous n'allons pas parvenir à quelque chose. Voilà. Et ça crée en nous le relâchement total. D'autres vont dire, après un découragement, à quoi bon continuer? Donc, au-delà du relâchement, bon, le relâchement, il y a encore de l'espoir parce que, bon, on n'a pas totalement abandonné. Mais quand on commence à se dire à l'esprit, à quoi bon continuer? Ça veut dire que nous avons totalement abandonné. Le découragement. Donc, il devient très destructeur, le découragement, seulement quand on arrête d'apprendre de nos échecs. C'est pourquoi je disais ultérieurement que l'échec n'est pas une fatalité, ce n'est pas une identité. Mais il y a des enseignements et des instructions à tirer dans nos échecs. À présent, regardons quelques facteurs contextuels qui peuvent affecter négativement notre réussite scolaire. Il y a beaucoup d'étudiants qui poursuivent leurs études dans un contexte de précarité totale. Donc la difficulté financière, c'est un facteur qui peut, pour les étudiants qui ne sont pas, j'allais dire, courageux, va être un facteur qui va susciter l'échec, qui va empêcher un étudiant de réussir. Mais on a vu également des exemples dans le monde
et même dans notre famille, dans notre entourage, que il y a des gens qui ont réussi parce qu'ils n'avaient rien. Donc, ça dépend de comment nous abordons chacun la question. Mais ça reste un facteur réel dans la vie de beaucoup d'étudiants que nous sommes. Voilà. La difficulté financière. Difficulté à payer les frais de scolarité ou d'inscription. Quand je dors et que je ne sais pas comment je vais payer la deuxième tranche de ma scolarité, comprenez que lorsque je suis en classe, je ne peux pas être concentré. Voilà. Et c'est un facteur qui affecte négativement beaucoup d'entre nous. Donc, le manque également de support pédagogique, notamment les livres, la connexion Internet. J'ai besoin de faire des recherches. Je n'ai même pas 1000 francs pour charger des mégas. Comment je fais? Tout ça, ce sont des éléments perturbateurs de la concentration et de l'efficacité d'un étudiant. D'accord? Pour certains, il y a la nécessité même de travailler pour pouvoir subvenir aux besoins de scolarité et de support pédagogique. Travailler pendant que nous étudions. Il y a une jeune sœur qui m'a en fait évoqué le fait qu'elle avait besoin de travailler. Elle prend généralement conseil auprès de moi. Et parce qu'elle dit, si elle ne le fait pas, elle ne peut pas payer son transport, le bus, pour aller chaque fois à Saba. Elle ne peut pas payer tous les frais liés au fait qu'elle doit être à l'école, sans même parler de la scolarité. Donc, elle a besoin de travailler les soirs. Donc, j'ai dit, parle-moi du travail et de la proposition qu'on te fait. Donc, elle devait vendre chaque soir à partir de 18h dans un restaurant pour ensuite rentrer autour de 22h à la maison. Donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais je n'ai rien contre, mais est-ce que tu ne penses pas que ça va affecter tes études? Elle dit, mais je n'ai pas d'autre solution. Donc, comment dissuader quelqu'un de ne pas y aller, sachant que toi-même, tu n'es pas en mesure peut-être de subvenir à ses besoins financiers du moment? Donc, je lui ai dit, ok, tu fais l'expérience 2 mois. Et puis, toi-même, tu prendras la décision s'il faut continuer ou pas. Je vous assure, au bout de 2 mois, j'ai demandé à voir ses notes avaient dégringolé. Mais vraiment de façon extraordinaire. J'ai dit, bon, tu vois, voilà. Donc, il y a d'autres solutions. Ne te focalise pas essentiellement sur le fait que tu doives travailler, mais continue les études et espère que d'autres portes s'ouvriront pour que tu puisses. Voilà. Donc, pour montrer à quel point le fait d'être obligé de travailler peut affecter votre efficacité à l'école, votre rendu. Donc, il y a le stress aussi qui est lié aux dépenses de transport, de logement, de restauration et tout ça. Voilà. En conséquence, il y a une fatigue physique et mentale qui nous habite. Il y a le fait que nous nous absentons beaucoup au cours, et il y a aussi le fait qu'il y a pas mal de difficultés à se concentrer pendant les cours. Vous voyez comment est-ce que ça peut nous affecter négativement. Donc rapidement, pour parler d'un autre facteur contextuel, c'est un environnement peu favorable à l'étude, aux études. Voilà. Nous sommes souvent dans des logements surpeuplés, 4, 5, 6 dans une même maison, voilà, parce qu'il faut partager les frais de loyer. Voilà. Donc, dans un environnement pareil, il est clairement difficile pour un étudiant, voilà, de bien apprendre. Il y a des bruits constants. Voilà. Lorsque nous sommes dans des quartiers animés, voilà. La responsabilité, des responsabilités domestiques lourdes. Il y en a qui doivent tout faire à la maison. Voilà. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes hébergé par un oncle et tout. C'est vous qui devez faire les travaux ménagers avant maintenant de vous consacrer à vos études. Tout ça, voilà, sont des facteurs qui nous affectent négativement. Sans parler du manque d'électricité. Voilà. Donc, dans ces conditions, étudier demande à un étudiant qui aspire à l'excellence de fournir 2 fois plus d'efforts. Voilà. Tu ne peux pas
étudier comme si tu étais dans des conditions normales. Voilà. C'est pourquoi il était important que nous revenions sur ces facteurs-là et qu'à partir de là, nous identifions maintenant les stratégies. Et c'est là où je vais certainement chuter pour parler des stratégies, voilà, qu'il faut mettre en place pour que, voilà, malgré tout ce qui peut constituer les réalités de notre vie, voilà, que nous puissions quand même être excellents. Donc, une première catégorie de stratégie que j'ai nommée stratégie académique. C'est tout ce qui est en lien vraiment avec les méthodes d'études et tout ça. Voilà, donc il me reste 3 minutes. Donc, une des stratégies académiques, c'est la question de la planification de son temps d'études, son semestre par exemple. Voilà. Il faut apprendre à planifier. Le fait de planifier, c'est aussi prendre le contrôle de son temps au lieu plutôt de le subir. Quand tu planifies, c'est toi qui es maître de ton temps. Mais quand tu ne planifies pas, tu deviens celui qui subit le temps. D'accord? Donc, un étudiant qui ne planifie pas travaille toujours dans l'urgence. Et ça, ce n'est pas fait pour réussir. Un étudiant également qui planifie son temps, c'est un étudiant qui travaille avec beaucoup plus de sérénité, comparativement à celui qui ne planifie pas son temps. Alors, comment il faut planifier son temps? Donc, dans un premier temps, il faut que dans mon cursus là, je puisse identifier les matières clés. Toutes les matières ne se ressemblent pas en termes d'importance. Quelles sont les matières pour lesquelles j'ai une certaine facilité? Quelles sont celles qui constituent pour moi un gros enjeu en termes de capacité, de faculté à comprendre? Quelle priorité je donne à telle ou telle autre matière? Comment cette matière se positionne en termes de calendrier dans mon cursus? Donc, je dois pouvoir, comme un professionnel, je dois pouvoir m'asseoir et regarder mon emploi du temps et le planifier afin justement d'être moi-même maître de ce temps. D'accord? Donc, au-delà de l'identification des matières, il faut pouvoir anticiper. Donc, anticiper les périodes de surcharge. Je sais par exemple que telle période, ce sont des périodes d'examen. Donc, je dois pouvoir me positionner par rapport à ce temps-là pour que lorsque j'atteins cette période, moi, je suis déjà prêt parce que j'ai planifié et j'ai travaillé de façon constante pour justement être à l'aise. Alors, au-delà de la planification, il faut des études régulières. Pas des études dans l'urgence, mais de façon régulière. Moi, je dis souvent aux gens, étudier 1 heure, 2 heures de temps par jour vaut mieux que de étudier toute une journée à la veille d'un examen. Vous allez voir que celui qui a fait ainsi produit plus de résultats que celui qui bosse 15, 20 chapitres toute une journée pour aller étudier et composer un devoir le lendemain. Les rendements ne peuvent jamais être les mêmes. D'accord? Donc, il faut pouvoir planifier ou du moins étudier de façon régulière. C'est vraiment important. Et puis, ensuite, faire des révisions hebdomadaires. Il faut utiliser des outils. C'est important d'utiliser des outils. Et un outil simple que je vais partager avec vous rapidement, ce sont des fiches de révision. Peut-être que certains déjà l'utilisent. Voilà. Ce sont des fiches de révision. Sur une feuille ou une page, vous pouvez résumer en vos termes, en vos propres termes, un chapitre. Ce qui fait que chaque fois que vous avez recours à cette fiche-là, rapidement, voilà, vous consignez les connaissances qu'il faut retenir dans votre esprit. Voilà. Un autre outil qui est aussi simple, c'est de pouvoir, une fois avoir appris un cours, c'est de pouvoir avoir un binôme à qui j'essaie d'expliquer ce cours-là. Parce que celui qui sait expliquer suppose que la personne a compris.
voyez, c'est très simple, c'est très négligé par les gens, mais ça reste une méthode, un outil très efficace, voilà, pour maîtriser les cours. Voilà, il faut valoriser les groupes de travail. C'est très important, mais pas intégrer un groupe pour intégrer. Il faut établir vraiment des critères. Voilà, il faut avoir des objectifs clairs, voilà, avec des programmes bien déterminés. Il faut aussi que tous ceux qui sont dans le groupe aient les mêmes ambitions que vous. Voilà, il ne faut pas le faire par affinité pour le faire. Et cela ne va rien apporter parce que finalement, ça sera juste des temps de causerie plutôt que des temps d'études. Donc rapidement, je termine avec le fait qu'il faut pouvoir bien gérer son temps. Voilà. Il faut pouvoir dire non à des propositions, à des temps de distraction. Tout simplement parce que je me suis fixé des temps par jour pour étudier. Il ne faudrait pas que quelque chose vienne empêcher ça. Voilà. Tout dépend de la priorité qu'on se donne. Donc, bloquer des temps précis pour les études. Donc, si je dis je travaille de 18h à 20h et que un ami me propose d'aller regarder le cinéma à 18h, que je sois en mesure de façon responsable de lui dire ah, attention, cette plage-là, c'est quelque chose qui ne m'arrange pas, est-ce qu'on peut reprogrammer? Voilà. Et ça relève vraiment de la responsabilité de tout un chacun. Donc, toujours dans la gestion de temps, je disais tout à l'heure, il faut apprendre à dire non. Voilà. Il faut s'établir des priorités et il faut savoir dire non. Voilà. Non signifie tout simplement que je reconnais mes limites. Donc, si je dis non parce que je sais que si je reconnais mes limites, d'accord, et je respecte à la fois mes priorités. C'est ça qui doit pouvoir m'amener à dire non à une proposition ou à une distraction. Voilà. Conscient de ses limites et de ses priorités face à une proposition, exemple, je dois être en mesure de dire non. Voilà. Voilà. Donc, désolé, je crois que j'ai débordé de 2 ou 3 minutes, mais on aura l'occasion de poser des questions. Une des stratégies également, c'est la gestion mentale, d'accord, et émotionnelle, que je ne développe pas parce que le co-panéliste va rentrer en long et en large justement dans ce domaine-là. Merci pour votre attention. Merci. J'espère que vous avez été satisfait de l'entretien, voilà, sur la réussite scolaire, que vous avez appris quelque chose, que vous avez retenu des choses qui sont essentielles pour vous. Alors tout à l'heure, nous allons donner la parole à Dr Alphonse Nikiema, qui va s'entretenir avec nous sur la partie santé mentale. Voilà, donc merci encore de prêter attention. Et par la suite, nous allons passer à la phase question. Merci, docteur. Je peux m'arrêter, non? Merci au frère Bikaba pour sa présentation.
Je sais que je vais m'appuyer sur certains points pour pouvoir avancer. Donc, ma partie s'intitule Santé mentale et réussite académique. Voilà. Bon, je sais que c'est là aussi, il y a une actrice qui est décédée. Les gens sont en train de parler, était dépressif. C'est ça, non? Qui n'a pas cette information? Vous avez l'information, non? Ah. Donc la santé mentale est importante, je suppose. Ok. Je vais prendre quelques questions. Qu'est-ce que la santé mentale pour vous? Personne ne veut répondre? Oui? C'est la tranquillité de la mémoire. Ok. Une autre personne? Oui? Je pense que... Pour moi, la santé mentale, c'est un état de bien-être psychologique qui permet à l'individu de réaliser son plein potentiel. Waouh. Alors, vous faites quoi comme étude? Ah, ok. Ah là, c'est très bien. Voilà. Une autre question. Selon vous, qu'est-ce que la réussite académique pour vous? C'est que le grand frère a parlé. Pour vous, quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a réussi sur le plan académique? Aïe. Personne ne veut répondre. Ma soeur, c'est quoi la réussite là, académique là? Vous répondre. Bon, moi, je peux dire que si tu atteins ton objectif, voilà, tu as réussi. C'est quoi atteindre l'objectif là? Je sais pas. Donnez à votre voisine. Bon, moi, je dirais que la réussite académique, c'est lorsque on a su surmonter nos études, alors, quel que soit ce qui nous est présenté comme difficulté, on a pu s'en sortir dans le milieu scolaire. Donc, quand on a une bonne note, c'est ça, non? Mais dis ça, non? Ou bien? C'est ça, non? Quand on est premier de la classe, on a une bonne note, c'est ça, non? Bon, on va voir ensemble, c'est quoi? Moi, j'ai une vision santé mentale. Voilà. Donc, pour moi, la réussite, la manière de définir la réussite, c'est pas la même chose. Donc, voici ce qu'on va suivre comme plan, le contenu. Voilà. Donc, je vous laisse regarder. Donc, c'est comme elle a dit, c'est quoi la santé mentale? C'est un état de bien-être dans lequel une personne, vous voyez, il y a 3 points ou 4 points, peut réaliser son potentiel. Oui. Chacun de nous, il y a un potentiel dormant en nous. Et nous devons être capables de réaliser ces potentiels en question. Faire face aux stress normaux de la vie, travailler de manière productive et contribuer à sa communauté. Donc, comme je l'ai dit, il y a 3 points essentiels qu'on va voir. Oui. La santé mentale, c'est pas seulement ne pas être malade. C'est ça. Pas ne pas être malade. Ça va au-delà. C'est un continuum entre le bien-être et la souffrance. Donc, quand on parle de santé mentale, c'est comment je fais, même si je n'ai pas de souffrance psychique aujourd'hui, comment je fais pour garder un bien-être, pour être productif. Comment je fais aujourd'hui? Il ne faut pas attendre de dégonfler dans la souffrance ou parler de santé mentale. Un exemple,
Un étudiant qui réussit académiquement, mais dort 4 heures par nuit, est constamment anxieux, néglige ses relations sociales. En réalité, sa performance académique cache une santé mentale fragile. Vous allez voir des gens qui sont premiers de la classe, mais en réalité, la santé mentale est fragile. J'en connais beaucoup. La plupart du temps, même le fait même de chercher à être excellent cache une blessure intérieure quelque part. C'est la réalité. La santé mentale permet de faire face aux stress normaux de la vie. Donc, ça veut dire qu'il y a des stress qui dépassent nos capacités. Par exemple, dans notre contexte, il y a le stress académique, il y a le terrorisme qui est là. Si on a une bonne santé mentale, on doit être capable de faire face au stress normal. Vous allez voir que face à la pression des études, il y a des gens, surtout pendant les moments de composition, il y a des gens qui rentrent dans le surménage. Ça veut dire qu'à quelque part, l'adaptation est compliquée et qu'il y avait des troubles derrière qui peuvent expliquer cela. Donc, je dis stress normal, parce qu'il y a des stress qui dépassent nos capacités. La santé permet de réaliser son potentiel. Un étudiant qui est déprimé ne peut pas réaliser son potentiel. Donc, le message clé, c'est la santé mentale est le moteur invisible de votre réussite académique et professionnelle. Si quelqu'un arrive à réussir, c'est qu'à quelque part, il y a une certaine santé mentale qui lui permet d'atteindre ses objectifs. Sans une bonne santé mentale, il est difficile pour nous d'atteindre nos objectifs et de se réaliser. C'est bon pour vous comme pour la définition? Donc, aller au-delà du trouble mental, la santé mentale, ça englobe véritablement beaucoup de domaines. Donc, tout ce qu'on fait en réalité de la vie, c'est pour avoir une bonne santé mentale. Qu'est-ce que la réussite? Voici la définition que je vous propose. Je vous propose cette définition. La réussite est l'accomplissement du but pour lequel une personne a été créée. Bon, ça, c'est... Chacun de nous, moi, je crois que chacun de nous est venu au monde avec un talent unique pour apporter sa contribution au monde. Et découvrir ce pourquoi vous êtes venu au monde, pour réaliser, c'est réussir, en réalité. Donc, je n'ai pas besoin d'aller faire comme l'autre. Si je vous cache, il faut venir comme ça. Donc, si vous ne tenez pas compte de ça, vous allez vouloir faire comme moi. Alors que moi, je ne suis pas vous. Je vais chercher à devenir comme le frère Bikaba, mais je ne suis pas le frère Bikaba. Oui. Elle ne se définit pas par les récompenses extérieures, l'argent, les titres, la reconnaissance, même pas la fidélité à sa mission personnelle, la mise en valeur de son potentiel et l'utilisation maximale de ses dons. Donc cela suppose que chacun de nous, on identifie le domaine dans lequel on a un potentiel, notre talent. Quand on prend la Bible parle des talents qu'on a donnés. Et que chacun doit cultiver son talent. Dans la Bible, il y a un qui a reçu 5 talents, l'autre a reçu 2 talents, l'autre a reçu 1 talent. Bon, si tu as 1 talent, 2 talents, tu vas aller te comparer à celui qui a 5 talents. Mais la Bible dit que chacun a multiplié son talent. C'est ça. Donc, si on l'applique dans le domaine académique, la réussite ne se limite donc pas à l'obtention de bonnes notes, de diplômes ou de distinctions. Elle consiste plutôt à choisir une filière conforme à son appel, à ses capacités et non sous la pression sociale ou familiale. Vous savez, je donne cette définition pour vous faire remarquer, surtout les étudiants de l'USTA là, beaucoup ont été orientés en médecine par leurs parents. Ça fait qu'ils ont une souffrance extrême. Il y a beaucoup parmi vous, peut-être, ce sont les parents qui ont dit, va faire cette filière, il y a l'argent dedans. Bon, tu as fini là-haut, tu as l'argent. Alors que si tu choisis une filière dans laquelle tu te sens, oui, tu vas exploser les records. Choisir une filière, voilà, développer ses compétences intellectuelles et morales afin de devenir utile à la société. Bon, tout qu'on fait, on sait que beaucoup ont des masters et des doctorats qui chantent. Voilà. C'est la réalité. C'est vrai.
Donc, si tu peux choisir quelque chose qui ne te plaît pas, ça sera compliqué. C'est utiliser les études comme un moyen de préparation à sa mission de vie et non qu'une fin en soi. Les études doivent nous préparer à la vie réelle. C'est ça la réussite académique. Les notes, c'est bien. Mais au-delà des notes, là, il faut que ça me prépare au réel de la vie. Si ça ne nous prépare pas, ça sera compliqué. Donc, si je ne choisis pas un domaine qui me plaît, c'est normal que je commence à échouer. Si tu choisis un domaine où tu n'as pas les compétences intellectuelles nécessaires, c'est normal que tu réussis. Et ça aura un impact sur ta santé mentale. Donc, c'est souvent se demander, est-ce que la filière dans laquelle j'ai choisi là, est-ce que j'ai les compétences, j'aime, et j'ai un talent pour faire ça? On voit des gens qui étaient intelligents. Ils étaient très intelligents au secondaire, ils ont eu le bac avec 16 de moyenne. Ils sont venus à Merci, ils échoué avec mention. Non, mais je vous dis la vérité, il est venu avec 16 de moyenne. Puis il a repris son année. Parce que ce n'est pas son domaine. Est-ce que toi, là où tu es là, c'est ton domaine que tu as choisi? Ah, chacun de nous doit répondre à cette question. Hein. Est-ce que c'est le talent dans lequel tu penses que tu as un certain potentiel pour le faire? Vous voyez, quand on parle du don, le don en réalité, c'est ce que tu fais de façon facile. Ouais, quand les gens te voient faire là, pour toi c'est facile, mais c'est difficile pour les autres. Il faut que chacun de nous apprenne à discerner son don. Il y a des gens qui ont des talents. Vous voyez, si vous prenez, dites à Lionel Messi de venir être médecin, il va échouer. Si vous avez un médecin d'aller jouer au football, il va échouer. Mais chacun de nous a un génie. Lui, son génie, c'est le football. Ah, moi, mon génie, c'est les études médicales. L'autre, lui, son talent, c'est la cuisine. Donc, c'est à chacun de nous de trouver. Donc, apprendre avec sens et intention, en recherchant la compréhension et la transformation personnelle, plutôt que la simple accumulation des connaissances. Ainsi, un étudiant réussit académiquement lorsqu'il utilise son parcours scolaire pour se rapprocher de son dessein, même si son chemin diffère des standards traditionnels de la réussite. Vous comprenez la définition? Et j'en connais beaucoup. Hein. Il y a des gens, ils sont arrivés à Merci, deuxième, troisième année, ils voient que ce n'est pas son truc, il allait passer un concours pour devenir pilote. Il est devenu pilote. Et il ne s'est pas mis dedans. Vous comprenez un peu? C'est important. Est-ce que les études que je fais aujourd'hui me permettent de me préparer à la vie réelle de demain? Est-ce que je peux m'épanouir dedans? Est-ce que cela me permettra d'avoir un travail et d'impacter le monde? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai l'habitude de, quand je vois les étudiants, ils leur demandent, tu fais quelle filière? Ah, ok. Comment tu te vois dans 5 ans après ces études? 90% n'arrivent pas à répondre. Mais si tu ne sais pas à cet âge, là où tu vas, ce que tu veux devenir, comment tu vas te battre aujourd'hui pour devenir? Pourquoi les étudiants sont-ils particulièrement à risque d'avoir une santé mentale fragile? Vous voyez? L'âge, la plupart des troubles mentaux se déclenchent entre 18 et 25 ans. Et la plupart sont dans la tranche d'âge. Biologiquement parlant, c'est l'âge à lequel il y a les troubles. Soit 15% des troubles mentaux débutent avant 25 ans. Dis à ton voisin, hey! Ah, faut se tuer, hein? Ah, c'est important. Et c'est une période de triple transition. Vous voyez? Il y a beaucoup qui ont quitté le foyer familial. C'est souvent la première fois de quitter. Les Ivoiriens, levez les mains, ceux qui viennent de la Côte d'Ivoire. Ça a été bien, l'adaptation? Souvent, c'est mou, non? Ah là, c'est ça. Deuxièmement, on devient autonome financièrement. Il a parlé des... Souvent, les parents ils nous envoient ici. C'est tous ceux qui quittent la Côte d'Ivoire là.
Donc voici, on va envoyer l'argent. Ouais, c'est ça. Et c'est le moment aussi qu'on essaie de se construire. Non, il y a des questions existentialistes qu'on se pose. Comment je vais devenir? Qu'est-ce que je vais devenir et tout ça. Ok. Et il y a la vulnérabilité au Burkina. Hein. Il y a le terrorisme qui est là. Surtout ceux qui... D'une région à une autre, on perd en termes de culture et c'est difficile. Oui, il y a aussi, comme c'est le stress académique, pression des examens dans le système compétitif. Il faut être compétitif, il faut être premier, il faut être premier, il faut être premier. Et vous allez voir que moi, comme je suis un peu médecin, dans mon domaine, je maîtrise un peu ce qui se passe. Pendant la période des examens à la fac de médecine, il y a beaucoup de surménage. On va avoir beaucoup en psychiatrie. Oui, c'est le stress académique qui entraîne ça. Parce que beaucoup n'ont pas planifié. Comme ils n'ont pas planifié, ils vont faire 2 capis. Le cerveau là, il faut dormir pour se reposer. La peur de l'échec et ses conséquences familiales, bon, charge de travail et combattre avec les conditions de vie. Souvent, c'est compliqué. Moi, je sais qu'en médecine, à notre 3e année, on nous avait programmé matin-soir comme composition. À la dernière composition, moi-même, j'ai failli flipper. Depuis ce jour, j'ai dit, je me suis promis, ma santé mentale d'abord. Dis à ton voisin. Non, non. Oui, quand ça ne va pas, il faut se reposer. L'échec n'a jamais tué quelqu'un. Voilà. Dis à son voisin, l'échec là, ça ne tue pas. Non, mais la réalité, c'est que l'échec même est un diplôme. Dans ton CV là, il doit y avoir échec dedans. Oui, oui. Vous savez, ceux qui n'ont jamais échoué dans leur vie, le jour qu'ils vont échouer, ils vont venir chez nous en psychiatrie. Non, mais c'est vrai. Hein. Je connais une. Elle était première des classes. Elle occupait les grands. Elle a eu la médecine. Elle a repris une année. Et depuis qu'elle a repris l'année, sa confiance en elle s'est brisée. Et elle reprend encore l'année. Alors que c'est une étudiante très brillante. Dis à ton voisin, il faut apprendre à échouer. Le contexte spécifique du Burkina, l'insécurité croissante, la précarité économique, on en parlait. Voilà. Je disais que 50% des étudiants. Bon. Maintenant, ce que je voulais parler, c'est l'isolement social. Vous voyez? C'est important. Éloignement familial, difficulté d'intégration. Qui est isolé ici? Isolement là-haut. Ça veut dire, quand on dit de faire une cartographie de mon entourage là, la personne sur qui je peux compter. Il y a deux types d'isolement. Il y a l'isolement quantitatif, c'est-à-dire qu'en termes d'amitié là, je n'en ai pas. Vous voyez? Il y a des gens, ce qu'on appelle l'isolement qualitatif. Tu as beaucoup d'amis, mais tu ne peux te confier en personne. Oui. C'est aussi de l'isolement. Alors que l'être humain, vous voyez, l'isolement est aussi toxique que fumer des cigarettes. Un enfant qui se développe dans un milieu où il n'y a pas un entourage, son cerveau là se rétrécit. Tu es là, je suis casanière, je suis casanier. Ok. Dis à ton voisin, ok, il faut continuer seulement. Donc, l'isolement social, beaucoup de ceux qui se suicident sont des gens qui sont isolés. Et il faut briser ça.
L'autre élément, c'est la stigmatisation des préjugés. La maladie mentale, c'est un tabou. Chacun a son problème et puis il dit non, vous ne pouvez pas parler. La dame dont vous parlez, elle est sortie, elle a parlé de ses problèmes. Les gens ont insulté sur les réseaux sociaux. Non. Maintenant qu'elle est décédée, on dit non, et pourtant, non. C'est quand on est vivant là qu'on va céder. Quand on est mort là, on va céder comment? Là, vous voyez, qui il est dépressif, non, toi-même tu ne fais pas d'effort. Est-ce que quand ton pied est cassé là, tu peux te lever marcher? Mais pourquoi quand la personne, sa volonté est cassée, vous voulez lui dire lève-toi et puis non, c'est une vraie maladie. C'est important de le savoir. Donc, quand vous avez un problème, reconnaissez, comme je lui parle, il peut avoir un médecin pour me faire traiter. Si j'ai une maladie, si ça ne va pas chez moi là, je dois aussi faire la même démarche pour aller voir. C'est parce que c'est une conférence qui... Sinon, quand vous prenez la dépression, quand on regarde sur le plan biologique de fonctionnement là, il y a certaines hormones là qui sont déréglées. Pourquoi vous comprenez? Comme on ne voit pas. Non, que c'est maladie de blanc. Il y a plus de suicides en Afrique que chez les blancs. Les études montrent qu'il y a plus de suicides en Afrique ici là que chez les blancs. Un jeune se lève, il dort, on dit qu'il est mort la nuit. Dieu a donné, Dieu a repris. Qui vous a dit que Dieu a donné, Dieu a repris? Qui vous a dit ça? Et chez nous en Afrique, quand quelqu'un se suicide là, on ne dit pas. C'est ça, non? On ne dit pas. Dis à ton voisin, hey, il faut parler. Okay, il y a une autre chose. Non, l'Africain est fort. Personne n'est fort. Il y a beaucoup ici là. Ils affichent des visages jolis, ils sourient. Quand ils rentrent dans leur chambre là, ils pleurent. Mais oui, notre éducation nous a appris d'être fort. Sois fort. Surtout les garçons. Garçon ne pleure pas. Garçon, ça pleure. Il faut pleurer. Vous voyez? Les neurosciences expliquent un peu. Quand on a un stress chronique, vous voyez, le cortisol est élevé. On a une altération de l'hippocampe. Ce sont des éléments qui aident dans la mémorisation. Oui. L'hippocampe, c'est ça. Donc, bon, c'est des moments on ne pourra plus retenir. C'est normal. Un cerveau qui est en survie, qui cherche à survivre, on va retenir quoi? Non. Et la fatigue mentale entraîne une diminution de plus de 30% des capacités cognitives, la mémorisation, le raisonnement. Quand vous-même vous êtes fatigué, là, est-ce que vous arrivez à raisonner? Maintenant, un peu les troubles qui sont les plus fréquents, vous voyez, la dépression. En dehors qu'on soit étudiant, l'incidence, c'est-à-dire que la prévalence de la dépression, une vie entière, ça fait 10 à 25%. Donc, la probabilité que tu deviennes dépressif là, toute ta vie là, c'est entre 10 et 25%. C'est documenté, c'est pas une question de choses, non. Et quand on prend la population générale là, dans une photographie comme ça, là, il y a 10% qui sont dépressifs. Si on veut 100 là, c'est qu'il y a 10 parmi nous ici. Sur le plan statistique, hein, voilà, c'est ça. Oui, c'est pas une simple tristesse passagère, hein, la dépression. Voici les éléments. C'est une maladie avec des symptômes précis, émotionnels. La tristesse persistante. Quand on dit tristesse, là, tu te lèves, tu pleures. Ton cœur n'est pas doux. Ton cœur n'est pas content. Voilà. Tu pleures sur ton lit. Vous voyez, c'est ça. Tu sens, tu te lèves, tu es fatigué. Tu n'as plus de motivation. Les activités qui te donnaient du plaisir, là, ça ne te donne plus de plaisir. Et tu n'as plus goût à la vie. Quand tu regardes l'avenir, il n'y a rien. Tout est black. Quand tu regardes le futur, là, tu vois rien de positif. Aujourd'hui, là, ta vie n'a pas de sens. Et progressivement, tu dis, est-ce que mourir ne vaut pas mieux? Parce que ceux qui sont dépressifs, ce qui les guette, c'est suicider. Pas parce qu'ils aiment la mort, mais la mort les aide à abréger la souffrance d'aujourd'hui.
C'est ça la vérité. Et la durée, c'est 14 jours minimum. Si tu es dans cet état, durant 14 jours, c'est que tu es dépressif. Il faut venir te voir, mais voir, on va t'aider. Voilà. L'anxiété généralisée. L'anxiété, là, c'est la maladie de la peur. Ils ont peur de tout. Je vais échouer. Ma vie n'a... Vous voyez? C'est ça le problème. C'est les inquiétudes excessives par rapport à votre santé, à votre mariage, à votre... Jusqu'à vous avez... Ça se répercute sur le plan physique avec des palpitations. Le cœur, ça bat. Tu te dis, il y a des tensions musculaires. Tu as mal partout. Tu peux même aller voir les médecins. On va faire l'examen, on ne va rien voir. Tu n'as pas quoi, hein? Oui, ça peut être ça. Il y a le burn-out académique. C'est étudier jusqu'à devenir top là, c'est ça. Tu te lèves, l'école ne te dit plus rien. Tu es fâché par les études. Les études même t'énervent. Tu es fatigué. Sur le plan émotionnel, ça ne va pas. Sur le plan physique, tu es épuisé. Et tu deviens irritable, énervé. Quand on dit, viens, on va aller bosser même là, tu t'énerves. C'est ça. Mais c'est au niveau des travailleurs qui sont plus remarqués. Bon, tu peux avoir les troubles du sommeil, tu ne dors pas. Les idées suicidaires, est-ce que je ne vais pas mourir? Est-ce que je ne vais même pas... Il y a des gens qui disent, je préfère dormir et puis aller continuer en même temps. Il ne peut pas se tuer. Hein. Si je pouvais dormir et puis en même temps mourir, c'est idée suicidaire. Il y a des gens qui disent, il y a des gens qui ont pris médicaments, ils ont avalé pour mourir. Puis on les a récupérés. C'est ça. Quand on prend les urgences de police, il y a un ami qui dit que chaque semaine, là, minimum, il y a des gens, il y a une fille qui va venir tenter des sujets. Et la plupart du temps, là, c'est Goumet. Non, mais on ne comprend pas. C'est Goumet, mon mari m'a trompé. C'est ça. Vous voyez, il y a un autre élément, il y a l'alcool. Si vous voyez quelqu'un qui ne consomme pas de l'alcool et qui commence à en abuser, là, il y a un problème. On ne parle pas de consommation occasionnelle, hein. À chaque fois, il se saoule la gueule, là. C'est un problème. Il y a le cannabis. Il y a le tramadol. Il y a des étudiants qui prennent le tramadol pour bosser. C'est pour y entendre, va dire après. Il y a après. Hein? Il y a des solutions que les gens prennent. Il y a addiction comportementale. Les jeux du hasard. Le gars, il est désespéré. La galère fait qu'il prend son phone pour miser dans X8. Il y a un problème. Bon, les troubles psychotiques, c'est ce qu'on appelle les folies. Il entend des voix qui lui parlent, il est possédé. Voilà. Bon, l'état de syndrome somatique, c'est quand quelqu'un, par exemple, qui a été violé, oui, il a des réactions, il revit la scène. Vous voyez quelqu'un qui a fait un accident, il revit la scène dans l'accident. Quand il dort, il fait des cauchemars en lien avec ça. Et il y a beaucoup de filles, par exemple, qui ont subi des violences sexuelles. C'est vrai qu'aujourd'hui même, il y a un impact sur les études. Oui, impact sur les études. Même sur le plan relationnel, elles sont incapables d'entretenir une relation. Oui. Tout ça sont des éléments, mais on n'en parle pas. Donc, l'impact sur les études. Vous voyez, le stress chronique ou une maladie mentale va entraîner des troubles du sommeil et une fatigue constante. Et ces troubles du sommeil et la fatigue vont entraîner des difficultés de concentration. Et ces difficultés de concentration vont amener la personne à procrastiner. Bon, je vais rapporter demain. Après, je vais faire ça. Okay. Donc, avec ça, on a des retards académiques. Vous voyez, avec un retard académique, si on échoue, on aura une perte de la confiance en soi. Et quand on perd confiance en soi, c'est quoi? On va commencer à s'isoler. Et après l'isolement, quand on s'isole, l'isolement même va aggraver les troubles. Et à la fin, soit on échoue, soit on abandonne. Oui, c'est ça. C'est ce qui vous attend. Donc, dans la réalité,
voyez que si vous agissez au niveau de l'isolement social, ça peut aider. Si tu t'ouvres là, tu peux avoir la solution. David va dire que quand tu es dans un problème, et que tu n'es pas seul, tu peux te consoler. Donc, plus je stresse pour réussir, moins mon cerveau fonctionne et plus j'échoue. C'est ça. Les conséquences, on abandonne et tout ça. Donc, les solutions. Hygiène mentale de base, non négociable. Dis à ton voisin, non négociable. Non négociable. Sommeil, 7 à 8 heures par nuit, à des horaires réguliers. Tu décides de dormir à partir de 23 heures pour que chaque jour, tu dormes à partir de 23 heures. Il ne faut pas dormir à 19 heures aujourd'hui. Demain, à 23 heures, ton corps est une horloge biologique que tu dois respecter. Si tu décides de dormir à 0h, chaque jour, essaie de dormir autour de 0h. Si tu décides de te réveiller à 6h du matin, chaque jour, essaie de te réveiller à 6h du matin. Alimentation équilibrée, activité physique. Des études montrent que dans la dépression légère et moyenne, l'activité physique est aussi efficace que le médicament comme prescrit, comme antidépresseur. Dis à ton voisin, on bougera. Mais vous n'avez pas la chance. De l'autre côté, là, ils ont un beau terrain là-bas. Ils ont un bon terrain. Vous croyez que le gouvernement, ils sont bêtes, non? C'est pour vous permettre d'avoir une bonne santé qu'ils mettent ça en place. Développer une littératie en santé mentale. La littératie, c'est notre capacité de connaissance d'un domaine. Vous voyez? C'est reconnaître les signaux talents personnels. Chez moi, quand ça ne va pas, quels sont les signes? Je dois être capable de connaître ça. Il y a des gens, quand ça ne va pas, ils n'arrivent pas à dormir. D'autres, ils sont énervés. On doit apprendre ça. Se cultiver sur la santé mentale. Connaître les ressources disponibles. Il y a un service de santé mentale à Yalardo. Même à l'université, je suis qui Zerbo. Il y a le service au CENU là. Il y a une cellule d'accompagnement psychologique au CENU. Il y a des psychologues qui sont là-bas. Là où vous partez pour vous soyez là. L'autre côté là, il y a des psychologues qui sont là. Donc si ça ne va pas là, il faut aller là-bas. Vous comprenez un peu? Donc vous devez rechercher quand ça ne va pas, où je dois aller. Donc, briser l'isolement social. Maintenir au moins 2 relations de qualité. Je ne parle pas de relations amoureuses, hein? C'est pas ça qu'il parle. Je dis relation de qualité. Une relation de qualité, c'est une relation dans laquelle je suis capable de te parler de ce qui me tient à cœur et que tu es capable de garder mon secret. Voilà, c'est ça. Une relation dans laquelle je peux me sentir vulnérable, m'ouvrir sans pour autant sentir qu'on va me trahir. Et ça peut être un père, une mère, un ami, un prêtre. Vous voyez? Un imam, tout qu'on fait, il faut avoir ça. Bon. Maintenant, pour rompre là, il faut participer aux activités associatives. Il y a des gens, ils sont ici, ils ne sont jamais dans l'activité. Bon. Il y a une bonne association. Nous, on a une bonne association. Tu peux venir. Ça peut être autre activité, c'est important. Bon. Il faut apprendre à lutter contre le perfectionnisme. Vous voyez? Les études montrent que ceux qui sont perfectionnistes, et c'est corrélé aux idées ou aux tentatives de suicide. C'est différent de l'excellence. Le perfectionnisme, c'est vouloir que tout soit bon. Alors que non, ce n'est pas possible. Voilà. Dimension spirituelle. Vous savez, la foi est une ressource. Quand vous savez que quelqu'un est dans votre vie, dans votre nuit même, quand ça ne va pas, vous êtes capable de lui parler à cette personne. Vous voyez? Et que vous savez que, moi, par exemple, je suis chrétien. Quand ça ne va pas, puis je me dis que l'Éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Sur des près d'un fer, je me fais reposer.
Ce sont des paroles qui me relèvent, me boostent. Vous voyez un peu? Et quand tu sais qu'il y a un œuvre surnaturel, tu veux sur toi, qui a tout disposé pour toi. Même quand c'est difficile, tu sais qu'il est là avec toi. Et ceux qui ne sont pas croyants, je ne sais pas. Mais il faut avoir une ressource sur laquelle vous pouvez compter. À moi je compte sur Jésus. Et il ne m'a jamais déçu. Il ne pas dit qu'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas de problèmes. Même dans ces problèmes, je sais qu'il m'accompagne. Moi, les ressources à consulter. Je termine pour vous dire, parler de la résilience. La résilience, c'est quoi? C'est votre capacité à répondre après un échec, à maintenir votre motivation malgré les obstacles et à transformer les difficultés en apprentissage. Vous voyez, l'échec arrivera tôt ou tard dans la vie de chacun de nous. Mais comment nous utilisons l'échec pour nous reconstruire, pour nous bâtir? C'est ça le plus important. Ouais. Les signaux qui doivent vous alerter que votre résilience est un problème. Je veux que vous le connaissiez. Quand on commence à penser, mon échec définit qui je suis, il y a un problème. Votre échec ne vous définit pas. Il y a des échecs qui ouvrent des portes. Je n'ai pas le temps de parler, mais il y a des échecs qui ouvrent des portes. Quand on s'isole dans sa chambre ou dans sa cité universitaire, il y a un problème. Ce sont des signes d'alerte. Quand on abandonne toutes ces activités de plaisir, quand on a honte de demander de l'aide, ces signaux disent attention, ma résilience a un problème. Donc, message final. Je vous laisse avec 3 actions concrètes. Vous pouvez tout oublier, hein, mais ça, vous retenez. Notez le nom d'une personne à qui vous pourriez parler cette semaine. Si vous avez un problème, notez-le. Vous devez avoir au moins quelqu'un dans votre vie. Quand vous avez un problème, vous pouvez l'appeler pour parler de vos problèmes. Deuxième action. Identifiez un service que vous pourriez contacter si vous sentez que sur le plan mental, ça ne va pas. J'ai dit à Yalardo, il a dit qu'au niveau de l'université, là, il y a un service d'accompagnement psychologique. Action 3. Gardez une activité non scolaire cette semaine. Vous devez avoir une activité en dehors de ce qui est école. Vous comprenez? Retenez ceci. La résilience, c'est comme un muscle, ça se travaille chaque jour. Chaque fois que vous relevez d'une difficulté, vous devenez plus fort pour la prochaine fois. Votre valeur est bien plus grande que vos notes. Retenez ça, votre valeur est bien plus grande que vos notes. Votre capacité à persévérer vaut plus que n'importe quel diplôme. Voilà. Et je m'arrête là. Je vous remercie. Je vous demandais d'ovationner encore nos 2 panélistes. Je crois que nous avons été bien servis ce soir. Voilà, et ce que nous avons reçu véritablement doit nous permettre de poursuivre notre vie avec sérénité. C'est ça, non? Alors, nous sommes à la phase questions. Nous allons aller directement. On va procéder comme suit. On va prendre des questions, je vais dire par rangée. Voilà, on n'a pas beaucoup de temps. On va prendre, on va dire quoi, 5 questions. Voilà, on va prendre 5 questions. Et si peut-être le temps nous permet, on pourra encore prendre quelques questions. Qui veut poser une question? C'est ouvert. Oui. Bonsoir à tous. Je tiens à remercier M. Bikaba et M. Alphonse Nikema, oui, pour ses enseignements.
Merci infiniment et que Dieu vous bénisse abondamment. Voici ma question. Monsieur Bikaba a eu à dire que de se reposer, de réviser, plutôt de réviser même quand on est fatigué. Et Monsieur Alphonse, que de se reposer si on est fatigué. Maintenant, ma question est de savoir, dans ces deux cas, que faire? Merci, ok. Je remercie nos deux panélistes pour ces beaux messages, mais ma question concerne le docteur Nikiema. Il a parlé de dormir au minimum 7 à 8 heures de sommeil, mais il arrive souvent que tu dors 7 à 8 heures et tu te lèves et puis tu es fatigué. Si je pouvais avoir des éclaircissements sur ce point. Merci. Bonsoir à tous. Bon, je tiens également à remercier nos deux panélistes pour leur brillante présentation. Et ma question, ça concerne également M. Bikaba. Bon, il a eu à dire que l'excellence, c'est également avoir la capacité de travailler quand on n'a pas envie. Pour moi, bon, ce côté, ça m'éduque beaucoup parce que je me demande comment travailler quand on n'a pas l'envie. Parce que, bon, selon moi, c'est souvent la motivation qui donne la capacité de travailler. Donc, s'il pouvait nous expliquer comment travailler quand on n'a pas l'envie. Voilà, merci. Okay. Bonsoir à tous. Bon, moi, j'aimerais poser la question. Est-ce que c'est pas normal pour une personne devant des épreuves comme un examen ou bien quelque chose d'avoir parfois une crainte en soi? Une dernière question. Ok, pas de questions. Je pense qu'on va passer à la phase de réponse ensuite. D'accord, bonsoir à tous. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais remercier tous nos deux panélistes pour leur prestation. Bon, ma question est la suivante. J'aimerais savoir comment gérer son temps d'étude avec la prière dans le but de l'excellence. Merci. Ok, merci beaucoup à tous pour ces différentes questions. Ça note un peu l'intérêt que les uns et les autres ont eu à nous écouter et que éventuellement on n'a pas embrouillé plus que on ne devrait plutôt instruire. Voilà, donc je pense qu'il y a une question par rapport à comment je veux dire ça, au lien qu'on établit entre le fait de se reposer quand on est fatigué et plutôt l'idée qui dit de réviser même quand on est fatigué. Non, je voudrais vous rassurer systématiquement sur la question. Il n'y a pas d'amalgame à se faire. Il y a une idée qui est derrière ce qui est dit ici, qui est le fait de réviser même quand on est fatigué. En fait, il y a une dimension de continuité qu'il faut retenir dans cette expression. Il y a une dimension de constance
C'est-à-dire que quand on a un programme établi, d'accord, on peut facilement identifier des temps de repos. On peut aussi facilement prioriser nos temps d'études. Donc, c'est clair que si on atteint un niveau de fatigue, même quand on révise, bon, on ne peut pas, comment je vais dire ça, intérioriser ce que nous apprenons. Mais l'idée qui est derrière, c'est de dire que nous devons avoir un planning qui fait en sorte que nous travaillons constamment. Ça rejoint en même temps la question de la motivation. Quelqu'un qui a une dynamique constante ne dépend pas de sa motivation pour étudier, surtout que la motivation, elle est fluctuante. Donc, quand tu vas, je prends le cas des professionnels, il y a des jours, on va au travail et puis on dit, j'ai pas la pêche, je suis pas motivé. Mais est-ce que c'est pour autant que tu restes à la maison dormir? Non, la motivation ne guide pas, ne devrait pas guider, n'est-ce pas, ta capacité à étudier. C'est ta constance à le faire. Donc, tu peux être motivé, tu mets le maximum, tu peux être démotivé, mais tu observes ton temps de révision, parce que dans cette démotivation-là, tu retiendras toujours quelque chose. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Après, il y a une question qui se rapporte à la question à la notion de gestion de son temps. En fait, vous établissez un lien entre le temps qu'on consacre aux études et celui qu'on consacre à la prière. Voilà. Il y a un équilibre forcément à trouver. Voilà. Ce qu'on constate généralement, c'est que soucieux d'honorer Dieu, soucieux de faire toutes choses qui plaisent à Dieu, surtout quand on a une responsabilité, on est engagé dans un groupe et tout. Généralement, de façon subtile, ce qui se passe, c'est qu'on y consacre plus de temps qu'aux études. Voilà. Alors que non, ça ne devrait pas être ainsi. Il y a un équilibre à trouver. C'est pourquoi dans la stratégie qui disait qu'il fallait mieux gérer son temps, il y a une dimension qui dit qu'il faut bloquer son temps par rapport aux études, mais il faut aussi bloquer son temps par rapport à la prière et aussi aux activités sociales, de distraction et tout ça. Donc, il doit y avoir une répartition équilibrée de sorte à ce qu'il n'y a pas une dimension qui empiète sur l'autre. Sinon, finalement, comme je le disais en introduction, bon, on n'a pas eu le temps de bosser. Après, on prend un temps de jeûne et on dit que Dieu est miséricordieux, il va faire. Mais tu n'as pas bossé. Voilà. Tout simplement parce que tu n'as pas su établir un équilibre, voilà, par rapport au temps dont tu disposes. Voilà. Je vais peut-être laisser Dr Nikiema répondre sur certaines questions. Ok, merci aux grands frères pour les réponses. Je crois que par rapport à la fatigue, c'est ça. Hein? Voilà. Parce qu'il y a des niveaux de fatigue, comme il a dit. À un certain niveau de fatigue, il faut se reposer. Mais il ne faut pas utiliser la fatigue comme un alibi pour ne pas suivre son programme. Maintenant, si on bosse et qu'on sait qu'on est fatigué, qu'il n'y a rien qui rentre, il faut aller se reposer. Et se reposer, ça ne veut pas dire dormir toute la nuit ou dormir toute la journée. Non. Souvent, un sieste de 25 minutes, c'est suffisant pour récupérer. Hein. Donc, c'est important. Et dormir 7 à 8 heures. 7 à 8 heures de sommeil, c'est la moyenne. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les gros dormeurs. Les gros dormeurs, ils peuvent aller jusqu'à 10 heures de sommeil pour récupérer. Il y a des petits dormeurs, il y a des gens, 3 à 4 heures de sommeil, c'est suffisant pour eux. 7 à 8 heures, là, c'est la moyenne. Mais des gens, après 4 heures de sommeil, là, ils sont au top. Le plus important, c'est de se sentir qu'on a récupéré après avoir dormi. Et qu'on a notre plein potentiel pour aborder la journée.
Mais en moyenne, c'est 7 à 8 heures. C'est bon pour vous? Maintenant, si vous dormez au-delà d'une certaine heure, c'est demander voir est-ce qu'il n'y a pas un trouble derrière. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que la dépression peut aussi se manifester par une somnolence excessive. Oui. Ça peut être le fait de ne pas pouvoir dormir. Ça peut être également le fait de dormir trop. Voilà, c'est important. Bon, comme on ne parle pas de la dépression comme thématique, c'est pourquoi on se voit sur les choses. Et je crois que crainte devant les examens. Mais si vous partez à un examen où vous venez pour animer une conférence et qu'il n'y a pas une certaine peur, c'est que vous n'êtes pas normal. Il y a ce stress qui nous permet d'être productifs. Je viens faire une conférence pour ne pas venir verser ma face. Je suis stressé. Donc, pour lutter contre ce stress, je dois me préparer avant de venir. C'est ça. Si je dois aller composer un devoir, mais je stresse parce que j'ai peur de ne pas avoir la moyenne. Et ce stress me permet de me mettre au sérieux pour bosser. Le stress, il est important pour réussir dans la vie. Mais c'est un certain niveau de stress qui est toxique. Quand vous êtes permanemment dans le stress et qu'il n'y a pas de répit, en certain moment, vous allez vous user dans le temps. Sinon, c'est le stress ponctuel qui nous permet de mobiliser nos capacités pour répondre à un besoin ou à une difficulté qui est là. C'est très bien. Si un lion rentre ici, dans la salle, ou un serpent vient ici, c'est ta capacité à stresser et à vouloir tes ressources qui va te sauver. Mais si toute la journée, tous les jours, tu es stressé, à un certain niveau, tu vas développer, ton immunité sera en baisse, donc tu vas développer des maladies à répétition, puisque le stress va déclencher quoi? L'adrénaline, la noradrénaline, tu seras hyper tendu, vous voyez, non? Donc à un certain moment, tu vas bousiller ta vie, ta santé. Mais si c'est de façon ponctuelle, oui. Tout le monde est stressé. Même le professeur titulaire, quand il vient pour une conférence, les premières minutes, il y a un stress qui est là. Voilà. Chacun a sa manière. Quand vous voyez même les plus grands conférenciers, vous allez voir Barack Obama, quand il vient faire conférence, il pense qu'il court pour rentrer, non? Chacun a sa manière de dissiper son stress. Ceux qui communiquent là, chacun a sa manière de dissiper. Ils vont dire non, vous pouvez acclamer le Seigneur ou bien applaudir. C'est pour aussi dissiper son stress pour commencer. Voilà, merci.